Hello tout le monde. Alors, en début d'année, j'avais prévu de vous faire une vidéo en fait pour vous annoncer mon année zimbabwéenne. Évidemment, vous n'avez pas vu la vidéo sur la chaîne parce que je ne l'ai pas faite. Voilà. Mais cela ne m'a pas empêché de poursuivre dans mon projet. En fait, mon projet, c'était de lire les auteurs zimbabwéens, des romans zimbabwéens qui sont dans ma pile. Je suis en train de regarder là parce que j'en ai eu un, j'ai un autre bouquin que j'ai calé sous le trépied. Et si je l'enlève, oh bordel, je ne pourrai plus faire la vidéo comme il se doit. Enfin bref, j'aurais dû y penser avant de poser mon trépied là-dessus. J'aurais dû l'enlever, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est juste vous montrer les livres que j'ai réussi, les romans zimbabwéens que j'ai réussi à lire jusqu'ici. Et si j'ai la force, vous voyez bien que c'est le même jour où je suis en train de faire toutes les vidéos, mais bon, si j'ai la force, je vous ferai des revues individuelles de chaque roman. D'accord? Mais jusqu'ici, franchement, depuis le début de l'année, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec celui qui est là et 9 avec le Petit Nagapa. Donc 9 romans zimbabwéens depuis le début de l'année. Et normalement, si je finis ma pile de la scène littéraire, il me reste encore 6 romans à lire pour la scène littéraire. Quand je les aurai finis, je vais revenir vers le Zimbabwe. Et j'ai aussi le Nigeria, comme d'habitude, qui me fait de l'œil. Donc, on verra bien. Je vais vous les montrer. Selon le mood, je vais vous en parler plus ou moins, ou vous les recommander en tout cas, pour ceux que j'ai aimé le plus. Donc je commence par hasard avec Ossuaire de Chenjare Hove, Ovi, je ne sais pas comment ça se prononce. En anglais, ça s'appelle Bones, Bones by Chenjare Hove. C'est un chant mortuaire en fait. Faut que je vous le dise dès le départ, c'est un chant mortuaire, mais en fait, il ne se lit pas dans la tristesse. Je n'ai pas ressenti cette tristesse que j'appréhendais en fait avant la lecture du roman. Ça vous décrit un Zimbabwe en plein, on va dire, en plein changement politique. La situation de la femme dans la société, les promesses non tenues en fait de ceux qui nous gouvernent, etc. etc. Donc c'est très beau et c'est poétique surtout. C'est presque écrit en vers, ok? Mais c'est triste, mais c'est beau. C'est sombre. Moi, je n'aime pas les trucs trop sombres, trop tristes, trop lugubres. Mais j'ai donné 5 sur 5 à ce roman. Donc, évidemment, je vous le recommande vivement, Ossuaire. J'ai lu On Trial for My Country de Stanley Samkange. Alors, celui-ci, j'ai suraimé. Alors, je vous explique très brièvement de quoi il s'agit. C'est le roi Lobengula et Cecil Rhodes qui sont en procès. Il faut dire que même si c'est de la fiction, c'est une fiction basée sur des faits parce que tout ce qui relève de la présentation de Cecil Rhodes est basé sur sa correspondance avec d'autres amis qu'il avait à l'époque, d'autres dignitaires, entre guillemets, d'autres personnes qui profitaient en fait de cette invasion, de ce viol de l'Afrique qu'ils se partageaient entre eux-mêmes avant Berlin. D'accord? Et ce qui est beau là-dedans, c'est que justement Lobengula a la parole et qu'il explique les choses. Alors que la plupart du temps, quand on lit ces histoires, ces romans historiques, on nous dit toujours que Lobengula a signé et il a vendu sa terre. Non. Quand Cecil Rhodes lui-même écrit à ses contemporains, il explique bien qu'il a menti, qu'il a triché et qu'il a abusé de ces gens-là, de ces ignares ou de ces, comment on les appelle, de ces arriérés, enfin bref. Il utilise tous les termes qu'il faut, très insultants bien entendu, parce que ce ne sont que des nègres, à qui on vole des terres, à qui on tient des promesses, enfin on fait des promesses qu'on ne tiendra pas, mais ce ne sont même pas des promesses, c'est juste qu'on veut les voir signer des papiers qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ne lisent pas encore leur anglais, ok? Donc ils écrivent en anglais, ils demandent à ces gens-là de signer, ils choisissent des traducteurs qui viennent de leur pays à eux, donc qui disent à Lobengula ce qu'il veut entendre, mais en même temps qui incitent le colon, donc Cecil Rhodes, à profiter quoi. C'est joli parce que c'est un procès presque ouvert. Enfin, moi, je suis pas avocate, je ne suis pas juge, je ne suis pas quoi que ce soit, mais j'ai adoré être dans la salle, en fait, assister au procès, en fait. Assister sans qu'on te juge, on te dise ça c'est telle personne a aimé, telle personne a détesté. Ce sont juste des faits qu'on te donne, ce sont des preuves. Et franchement, pour moi, ce qui a primé le plus, c'est que lui, il puisse avoir la parole.
Parce que jusqu'ici, les livres que je lisais, qui racontaient la Rhodésie, du Nord comme du Sud d'ailleurs, ou même l'Afrique du Sud, mettaient toujours Cecil Rhodes comme héros, comme personnage central. Ici, on vous montre que ce n'est pas un héros, c'est un voleur, tout bonnement. Quelque part, c'est lui-même qui finalement, dans ses écrits, finit par se décrire comme un voleur. Voilà. Donc, oui, je vous le recommande, si vous pouvez lire en anglais. L'anglais n'est pas technique, n'est pas compliqué, n'est pas tout ça, c'est simple. Même si il y a des termes un petit peu comme ça, d'avocat, machin, mais ça passe, on s'y fait. J'ai lu aussi Echoing Silence. Celui-ci, je lui ai donné 3, et encore, c'était un 2,75, parce que c'est un roman qui, au final, m'a semblé confus. C'est-à-dire que j'ai compris ce que l'auteur a voulu faire là, 100% j'ai compris. Parce que le principal personnage dans ce roman, il finit par avoir des PTSD, des troubles post-traumatiques, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, il y a un fouillis dans sa tête, et ce fouillis est aussi dans la façon dont il raconte son histoire. Et moi, c'est ce qui m'a dérangé. Parce qu'on peut passer du passé, du présent au futur, sans crier gare, en un seul chapitre. Et des fois, je me disais, mais il est où? Comment? C'est comme si c'était du magical realism, alors que ça ne l'est pas. C'est vraiment ce qui est en train de se passer, mais dans la tête de quelqu'un qui est chamboulé, en fait. Et moi, ce chamboulement-là, j'ai eu du mal au début à suivre, à m'y faire. Pourtant, toute la première partie de l'histoire, et elle est censée, évidemment, puisqu'il ne va pas encore à la guerre. Mais c'est une fois qu'il arrive à la guerre, et qu'on commence à nous dire, il a vécu ci, il a vécu ça, ça devient un mélange qui m'a fatiguée. Et c'est un livre qui ne fait que 136 pages. Yeah. Lisez-le, ça vous donne une autre image aussi du pont de l'histoire de Zimbabwe, mais ça n'a pas été un hit pour moi. Ensuite, j'ai lu Lucy Mushita, Chinongwa. Je n'en parlerai pas beaucoup parce qu'il y a un projet là-dessus. Mais mon cœur de femme a saigné, c'est tout ce que je peux dire. Mon cœur de femme, de fille, d'enfant d'Afrique a saigné quand je lisais ça. Et ce qui était le plus attristant, je pense que ce qui m'a le plus touchée, c'est de savoir que c'est basé sur une histoire vraie. Histoire vraie, Chinongwa. C'est le genre de livre, quand tu le lis, tu te dis, quel que soit ce que tu es en train de traverser dans ta vie, tu as une vie potable, acceptable. Voilà. Alors, Harvest of Thorns de Shimmer Shinodia. C'est dommage que cet auteur n'ait jamais été traduit en français. Je vous assure. 5 étoiles au fait, 5 sur 5 pour ce roman. Pour sa description, en fait, on suit dans ce roman un jeune Zimbabwéen qui s'engage en fait finalement dans la guerre qui va avoir lieu entre le pouvoir en place et le pouvoir en place blanc, Ian Smith, et l'armée des rebelles qui veulent justement libérer le Zimbabwe, qui ne veulent plus du colonisateur et qui veulent prendre leur responsabilité, en fait, être des Noirs libres dans un pays qui appartient à leurs ancêtres, en fait, en gros. Et on part de ce rêve, de cette envie de combattre pour la liberté, et on termine sur la désillusion, parce qu'on se dit finalement, peut-être que ceux qui nous ont massacrés hier nous traitaient peut-être avec plus de dignité que nos propres frères une fois qu'ils ont eu le pouvoir, parce que on se retrouve dans une mouise pas possible. Entre-temps, il y a aussi le conflit entre le traditionnel et le moderne, parce que le personnage principal est élevé dans une famille de croyants, ces gens des églises de sommeil qui sont bons qu'à juger, en fait, parce que ses parents sont là, très stricts, tu ne peux pas, pour sa sœur, elle ne pouvait pas mettre de robe trop courte, elle ne pouvait pas faire ceci, elle ne pouvait pas faire cela. Lui, il ne pouvait même pas danser la musique païenne, il ne pouvait pas écouter ceci, cela. Sa sœur se retrouve à coucher à gauche, à droite. Et en règle générale, les enfants des pasteurs, on sait que c'est ce qu'ils font. Quand on a serré la ceinture pour le premier et le deuxième, quand le troisième arrive, c'est la Marie couche-toi là de la famille. Et on va couvrir ses errances parce que, bon, c'est l'enfant chéri de la famille, alors que tout le monde connaît la réputation de salope que la sœur peut avoir. Et on comprend même pourquoi l'enfant pousse aux extrêmes, parce qu'elle vit dans une situation qui est très sévère. Et tout ça pour que plus tard, on se rende compte que finalement, même le père qui imposait ses règles strictes, lui-même, il allait queuter à gauche, à droite, quoi.
Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Évidemment, le focus est mis sur la guerre, sur le combat, sur les libérateurs du Zimbabwe. Mais on regarde aussi à côté ce qui se passe dans les familles, et particulièrement dans sa famille à lui. Je ne sais même plus comment il s'appelait. Benjamin Tichafa. Voilà, Benjamin Tichafa. Et lui, franchement, quand on regarde sa famille au plus près, on se dit qu'il soit sorti indemne même de cette guerre, parce parallèlement, il a mené 2 guerres. Il a mené la guerre de la libération pour son pays, mais aussi une guerre contre ses parents, principalement son père, qui au final abandonne cette mère. Enfin, je recommande à 100%. À 100%. Il n'y a pas eu de longueur, parce que des fois, il y a des romans où, à un moment donné, ça traîne, machin. Non, le rythme est là, et on a envie de voir ces Zimbabwéens. On veut les voir gagner, on veut les voir sortir de là victorieux. Ils en sortent victorieux, mais pas tout à fait victorieux, puisque au final, on leur dit, la Grande-Bretagne intervient à nouveau en leur disant, bon, puisque vous y tenez, Ian Smith va quand même diriger. Donc, vous êtes victorieux, mais le pouvoir reste blanc. Pourquoi on s'est battu? Pourquoi est-ce qu'on a tué tous nos frères? Pourquoi? Voilà, il y avait ça dans cette situation. Et c'est un roman que je me suis surprise à lire hyper vite. Je pense que je l'ai lu en 1 journée et demie, alors que le truc fait 305 pages. Donc c'est super bon. Ensuite, je vous parle de mon autre amoureux, Charles Mungoshi. J'aime trop la plume de ce monsieur. En fait, c'est un roman écrit à la base en Shona, qui s'appelle Ndiko Kupindana Kwamazuva. Ndiko Kupindana Kwamazuva. Donc, nous, en français, on l'a traduit, et ainsi passent les jours. L'histoire principale de ce roman, c'est, une fois de plus, c'est une amitié trahie, un amour aussi déçu un petit peu. Elle est mariée à cet homme qui finalement respecte l'a épousé aussi pour son niveau d'études, hein, son niveau d'intelligence, etc. Mais à un moment donné, quand elle a un enfant, comme la tradition veut que quand tu as l'enfant, tu repartes vers le village pour que l'enfant soit élevé au sein même des coutumes. Or, lui, il va au village un petit peu comme ça pour se débarrasser d'elle, sans qu'elle le sache. Elle va la laisser auprès de ses parents. Et donc, il reviendra chaque fois simplement pour l'engrosser, en gros. Entre-temps, quand il vivait en ville, elle avait fait la connaissance d'une amie qu'elle a commencé à considérer comme une sœur, parce que c'est cette amie-là qu'il avait accueillie quand elle était arrivée en ville, qui lui avait appris tous les circuits, etc. Et donc, elle a présenté cette amie-là à son mari. Okay. Et elle a demandé à cette amie-là de veiller sur le mari quand elle serait au loin. Mais savait-elle que, comme on dit chez moi, parce que cette sœur, moi je vous dis, moi je n'ai pas confiance aux sœurs, parce que si j'ai mon mari aujourd'hui, je ne laisserai pas avec ma sœur. Je ne laisserai pas avec les supposées sœurs de sang. Ah, les sœurs que je me suis choisies, oui. Et je sais pourquoi je les ai choisies et je sais sur quoi on a basé notre amitié. Mais les soi-disant sœurs de sang, jamais avec mon mari. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va croire aveuglement à cette amitié. Elle va confier son mari à cette femme qui va au final se révéler être sa rivale. Mais vu comme ça, c'est simplifié, etc., vous allez évidemment vous allez découvrir les mœurs du Zimbabwe, vous allez parcourir les villages et rentrer dans les familles aussi. Vous savez, parfois, ces familles où on sait que les choses ne vont pas, mais on tient plus à sa réputation qu'au bien-être des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es une femme, le rôle d'une femme, c'est d'être dans un foyer. Le foyer, c'est tenu par une femme, et une femme, ça supporte les coups, les trahisons, les abandons, tout ça, tout ça. Donc, bats-toi, cultive la terre, nourris tes enfants. Si ton mari t'envoie un petit truc, tant mieux. S'il ne t'envoie rien, c'est pas grave. Toi, au moins, tu es madame quelqu'un. Madame de quoi? Madame, c'est le poids. Madame, c'est juste le titre. Quand c'est toi qui fais tout, tu dois t'occuper du mari, de la famille même de ton mari, de tes enfants. Eh, Nzambe. Et ainsi passent les jours. Je vous le recommande. Et une petite déception, La Terre de Sekuru, de Wilson Katillo, qui est en titre original. Attendez.
le titre original. Ah. Je crois que c'est Machin of the Land, Mwana Wemvu. Mwana Wemvu. Je me souviens parce que Mwana Wemvu, Mwana Wentoto, oui, on dit pratiquement la même chose chez moi. Enfin, un enfant du pays. Enfin, on va dire ça comme ça. Ok? Un enfant du pays. C'est donc l'histoire de la terre de Sekuru. J'ai aimé la vision ou la prophétie du grand-père. Et j'attendais donc que beaucoup de choses soient faites ou soient dites par rapport à ça. Au lieu de ça, on est parti dans ce qui n'est pas désagréable non plus, dans la souffrance d'un enfant qui est malmené toute sa vie en fait. Le combat d'un homme pour survivre dans ce Zimbabwe où rien ne va et qui finalement est contraint à l'exil quasiment pour s'en sortir. Tout ce qu'il a traversé, c'est bien, mais je me suis dit alors pourquoi la première partie? Pourquoi on nous a présenté d'abord la première partie? Pourquoi il y a eu ce rêve du grand-père et qui se manifeste en fait avec le serpent, etc. Je suis en train de vous en parler comme si vous aviez déjà lu, mais vous devez le lire en fait pour que vous puissiez me comprendre parce que c'est un livre qui ne s'explique pas, c'est un livre qui se lit. D'ailleurs, je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner une idée. Il dit, elle dit, la 4e de couverture, « Il était une fois un village dont le chef s'appelait Shuma, un village tout à fait ordonné. Un jour, vers le soir, alors que la plupart des villageois rentraient des champs, d'étranges visiteurs arrivèrent au village. Ce qu'il y avait d'étrange, c'est que les hommes étaient tous blancs. Ainsi parlait le vieux Sekuru. Pour Alexio, son petit-fils né dans l'apartheid, le Zimbabwe s'appelait hier encore Rhodésie, les blancs sont toujours étrangers, mais ils ne sont plus étranges. De la brousse à Salisbury, la capitale, la vie est rude pour ce petit paysan formé à l'école missionnaire. Avec le même talent de conteur, le même dépouillement que le vieux Sekuru, c'est toute l'histoire d'un peuple dépossédé de la terre des ancêtres que nous conte Wilson Katillo, à travers les tribulations du jeune Alexio. Wilson Katillo est né au Zimbabwe en 1947, il s'enfuit en Zambie en 1965, puis complète sa formation en Angleterre. Et il est mort en Angleterre, d'ailleurs, Wilson Katillo, il y a quelques années. En fait, l'histoire est intéressante parce qu'on voit le passage de la Rhodésie vers le Zimbabwe, le combat qu'il y a eu, surtout comment les paysans ont été dépossédés, comment ils ont dû lutter. Mais ce qui m'a manqué, moi, c'est la prophétie du grand-père. En fait, je pense que pour moi, il a loupé. Il a loupé quelque chose à partir du moment où il a cru que parce qu'il y a eu le serpent qui est arrivé, donc la prophétie était finie. Non, 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 il y avait encore beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses. Enfin, je trouvais qu'il n'a pas creusé assez profond. Oui, l'histoire des Blancs, l'histoire de la colonisation, tout ça, on connaît un petit peu. Et surtout quand je suis dans... vous venez de voir, je suis en train de lire le Zimbabwe, je suis en train de lire toutes ces choses-là. Et je trouvais qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il est resté en surface et que ce qui était justement très africain dans son histoire ou qui aurait pu nous faire parler, il est parti plus dans des considérations superficielles. Donc voilà. Ah, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Vous savez, il y a des romans comme ça, quand vous les lisez, vous dites... Tu sens que la personne a beaucoup, mais elle a retenu, ou alors peut-être que l'éditeur lui a dit tout ça là, enlève, ça glorifie trop ton peuple, ça fait, je sais pas, mais il manquait quelque chose. Il manquait tout ce qu'il ne manquait pas, par exemple, à Harvest of Thorns. Tu vois, quand tu lis ça, et que tu lis ça après, c'est fade, et ça, c'est super épicé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si tu aimes la nourriture épicée, évidemment, ça passe à la trappe. Donc voilà. Mais je le recommande tout de même. Et peut-être que lu en anglais, donc A Child of the Soil, je crois que c'est ça le titre original, même s'ils ne l'ont pas marqué ici. Je pense que c'est A Child of the Soil. Et je trouve ça bizarre d'ailleurs qu'on ait écrit un livre traduit et qu'on n'ait pas mis le titre original. On met toujours traduit de l'anglais, nanana, par un tel, et le titre original, enfin. Ah, j'avais marqué même qu'il y a une fin brusque. J'aurais aimé en savoir plus sur le destin d'Alexio, a.k.a. Chico, et de son village. J'aurais aimé en savoir plus sur les traditions, les coutumes. On connaissait déjà le racisme, la ségrégation et le colonialisme, mais ce n'est pas assez creusé. Les mariages, les coutumes et les conséquences sur la vie des femmes. Ça, c'est tout ce que j'avais marqué. Vous voyez, je suis en train de le lire là, ce que je marque en général. Il y a plein de notes dans les livres quand je suis en train de lire. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui me manquaient. Quand la liste commence à devenir longue comme ça, là, je me dis...
il présentait les choses, mais il ne creusait pas. Et moi, c'est ce qui m'a dérangé. C'est que l'histoire est intéressante, mais c'est pas creusé, c'est pas recherché, c'est pas, you know, tu veux que la personne te dise, ok, donc non, alors que dans nos coutumes, ça se passait pas comme ça. Et ça s'est passé comment? De me dire que ça se passait pas comme ça, c'est pas assez pour moi. Ça ne se passait pas comme ça se passait plutôt comme ci, comme ci, comme ci. Ah, d'accord. Mais tu me dis, ça se passait pas comme ça, et puis tu changes de chapitre. Like, moi, tout le monde n'est pas du Zimbabwe. Si je suis en train de lire, c'est pour essayer d'apprendre un peu. Donc, sois généreux, partage. Si tu ne vas pas partager, ne le mets pas là. Ne me titille pas pour ne rien me donner. Tu comprends? Je dois faire une petite manipulation d'ordre esthétique pour vous montrer aussi un autre. Oh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ne fais pas de bêtises, Marina. Au moni, aux huiles. Voilà. Ou presque. J'espère que ça ne va pas tomber. Tout ça pour vous montrer ça. Crossroad, qui est un autre roman zimbabwéen. Mais celui-là, je pense que je prendrai le temps de vous en parler individuellement parce qu'il y a beaucoup de thèmes là-dedans qui sont très, très importants. C'était un Buy by the Cover parce que j'avais beaucoup aimé cette couverture et je ne savais même pas que c'était un roman zimbabwéen. Je l'avais vu, j'ai aimé la couverture, j'ai acheté et quand je l'ai lu, bon, au début, c'était un peu difficile parce que l'intro est un petit peu fait comme une pièce de théâtre. J'aime les pièces de théâtre, mais pas dans les romans. Je vous expliquerai. C'est pour ça que je dis que je vais en parler individuellement. Je vous expliquerai. Donc voilà. Mais sinon, l'histoire est jouissive quand même. Elle est bonne. Voilà, donc, pour le moment, ma petite balade au Zimbabwe, j'espère continuer. Enfin, je vais continuer, c'est pas juste que j'espère. Je vais continuer. Ah oui, et j'ai aussi le petit Nagapak dont je ne peux pas vous parler parce qu'il fait partie des sélections de la scène littéraire. Oh putain, ils n'arrêtent pas de tomber. Ah, t'as là. Donc voilà, je reviendrai vous parler peut-être individuellement de ces romans-là. Comme je dis toujours, si j'ai la foi. Et autrement, bah, je vous dis à la prochaine.